Bonjour, aujourd'hui je suis avec Pierre Bankov et avec Amo et nous allons parler de visual novel et d'un visual novel en particulier qui s'appelle Le Sanglot des Cigales. Bienvenue dans Extra Life. Alors Pierre, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux déjà te présenter un petit peu et nous dire ce que tu fais exactement sur ce visual novel? Alors, donc je m'appelle Pierre Bankov, tu l'as déjà dit, j'ai 33 ans, je suis traducteur japonais-français, mais aussi japonais-allemand quand le devoir m'appelle. J'ai fait à peu près tout, en fait, sur la traduction du visual novel, du Sanglot des Cigales, que je pense beaucoup de téléspectateurs connaissent plutôt sous son nom japonais Higurashi no Nakokoro ni. Et éventuellement Hinamizawa, le village maudit, si vous avez regardé le dessin animé, si ça vous dit quelque chose. Moi j'ai décidé de traduire le titre par Le Sanglot des Cigales, parce que ça sonnait bien, j'ai pu faire un petit jeu de mots avec le rouge, le sang en rouge, j'étais tout fier de moi. Et en fait j'ai fait tout ce qu'on peut faire sur un jeu, sur une traduction, sur une localisation de jeu vidéo dans ce jeu, quoi. J'ai dû faire les textes graphiques, implémenter le texte au milieu, refaire le programme, faire les démarches pour sortir le jeu, donc le logo PEGI, etc. Évidemment la traduction du texte, qui m'a pris quand même 3 ans à peu près. D'accord. On va en parler en fait de la somme de travail, mais ça fait 5 ans? Ça va faire 5 ans et demi que je travaille sur dessus. Ouais. Ok. Et toi, Amo? Alors, vis-à-vis du Sanglot des Cigales. Ouais, en particulier sur le visual novel. Sur le visual novel en général, effectivement. Alors je suis pas forcément un très très gros lecteur, mais je suis entouré de beaucoup de gens qui s'y connaissent beaucoup en visual novel. Donc par exemple les petites personnes de l'association Kawasoft, qui sont une association française qui vise à traduire du visual novel en français, avec autorisation des auteurs, etc., le faire de manière gratuite sur Internet. Comme je suis beaucoup entouré de gens qui en parlent beaucoup, qui regardent beaucoup d'animés, parce que en fait les cultures sont liées. Ouais. Les cultures sont très très liées, puisque l'animé de plus en plus adapte des visual novels pour en faire des dessins animés à leur façon. Et donc plus on en parle, plus je suis intéressé par ce qui s'est passé. Et effectivement, mon premier contact avec le visual novel en tant que tel, mis à part les jeux érotiques un peu bizarres qui se trouvent sur Internet, etc., mais c'est un peu sombre, c'est vraiment les œuvres de Seven Expansion. Et moi j'avais commencé donc avec Umineko no Nakokoro ni, qui est l'œuvre suivante, mais j'avais au préalable vu et adoré l'animé Higurashi no Nakokoro ni, ce qui m'a un peu effectivement incliné à ensuite regarder le visual novel qui est derrière. Ok. Est-ce que du coup vous pouvez nous parler du lien entre le dessin animé et le visual novel? Est-ce qu'on reprend, donc c'est les mêmes personnages, est-ce que l'intrigue est parallèle, est-ce que ça développe l'intrigue du dessin animé, ça se passe comment exactement? Étant donné que le visual novel était là au départ, donc dès 2002 en fait, quand c'est le visual novel qui a donné naissance au dessin animé en fait. D'accord, ok. Le visual novel sorti en 2002, et donc l'auteur Yukishi avec son groupe Seven Expansion, il pensait pas en vendre beaucoup, il en a fait 50, tu vois. Ok. Le problème c'est que il en a fait 50, il en a vendu 600 000. 600 000? Bon, pas du premier, mais enfin, si tu cumules les ventes du 1 au 8, t'en es à peu près à 600 000. Ok, d'accord. Oui, c'est exact, mais c'est conséquent. Donc du coup, forcément, il était un petit peu grillé. Il y a eu des studios qui sont venus, il y aurait peut-être pas moyen de faire un dessin animé. D'accord. Puis il y aurait peut-être pas moyen de faire un film cinéma. Et puis il y aurait peut-être pas moyen de faire autre chose. Des jeux DS, puis la suite. Il y a eu des jeux DS, des jeux PlayStation 2. D'accord. Donc c'est un truc assez énorme, en fait. Et tout ça, je pense que l'arrivée du dessin animé a quand même pas mal contribué, quoi. Ouais. C'est le studio Dean qui s'en est chargé. Ça a été ensuite distribué en France par Anima. Je sais pas si la boîte fonctionne encore. Non, c'est un peu trouble, mais en tout cas ils l'ont sorti. Et les fans français, les gens qui amenaient un chaîne No Life sauront, par exemple pour le doublage, c'était Thomas Guitare et Geneviève Dang qui s'occupaient de ça. Donc c'est un travail qui était très très bien d'ailleurs. Okay. Geneviève avait fait un travail très très bon sur un des personnages. Est-ce que vous pouvez pitcher un petit peu l'histoire? Ça raconte quoi exactement? C'est un peu compliqué en fait à expliquer comme ça. Grosso modo, on est en 1982, c'est-à-dire qu'on est 83 même. 83, on est dans ces eaux-là, c'est-à-dire vraiment début des années 80. On a Inamizawa, qui est un petit village de la campagne japonaise, et arrive dans ce village un jeune garçon nommé Keishi, donc avant qui
qui vivait en ville avec son père, etc. Et puis il décide de déménager. Il découvre une petite vie tranquille, donc avec ses amis qui se fait sur place. Il découvre par exemple la petite école, qui, comme dans un tout petit village, tous les élèves sont concentrés dans la même pièce, c'est-à-dire qu'ils soient en maternelle ou en niveau lycée, ils sont tous dans la même. Donc, c'est-à-dire classe de campagne totale. Donc tout va bien, il commence à se faire vraiment beaucoup d'amis. Et soudainement, il commence à entendre parler de certains vieux mystères qui se trament dans le passé de la ville. Par exemple, une mystérieuse histoire de barrage qui devait être construit et dont tout a été cessé quand tous les ouvriers ont été retrouvés morts, démembrés. Enfin, il y a eu surtout le chef de chantier a été retrouvé démembré. Ouais, c'est le chef de chantier le chef de chantier s'est retrouvé mort, mais vraiment mort correctement, quoi. Il s'est fait donc 6 ouvriers l'ont coupé en morceaux. D'accord. Et donc il y a un morceau qui a jamais été retrouvé. Ok. Et en fait, depuis cette année-là, tous les ans, à peu près à la même date, tu vois, genre le 3e dimanche de juin, juste après la fête annuelle du village, il y a une personne qui disparaît et une personne qui meurt. D'accord. Mais ça, personne te le dit, tu vois. Toi, t'es nouveau venu au village et tout le monde est sympa et tout, et personne te le dit, et tu le découvres complètement par hasard en trouvant des journaux à la décharge. Et quand tu essaies de poser des questions, c'est « Ah non, je sais pas. Ah non, moi, ça fait qu'1 an que j'habite ici, je sais pas du tout. Ah non, il n'y a jamais rien eu. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Attends, des meurtres par chez nous, non, mais tu rigoles. » Et puis, en fait, si, quoi. D'accord. Et la seule personne qui va vous dire que, si, il y a eu une sale affaire, effectivement, un mec qui a été tué et tout. C'est le genre 2 semaines plus tard, elle est morte, tu vois. Pas de bol. Et sa copine a disparu, tu vois. Okay. Donc c'est pas de bol quand même. Et à partir de là, il va falloir mener l'enquête. Et donc du coup, ça se passe comment dans le visual novel? Alors, est-ce que c'est vraiment interactif? Est-ce que c'est plus du jeu vidéo ou plus du roman? Ça se situe où exactement? Parce qu'a priori, le visual novel c'est assez large et donc on a le degré d'interactivité change en fonction des œuvres. Oui. D'habitude, on peut comparer le visual novel à une sorte des aventures dont vous êtes le héros, c'est-à-dire souvent tu tapes du texte, puis tu fais des petits choix, certains mènent à ta mort directe, ou soit par exemple te diront tiens, tu vas peut-être plus draguer cette fille-là que d'autres selon le type. Là, dans Higurashi, le sanglot des cigales, c'est vraiment très très simple, il n'y a aucun choix. C'est-à-dire que c'est vraiment livre interactif, livre numérique, quoi. C'est vraiment le postulat qui a été choisi, donc vraiment toute la priorité, c'est l'ambiance, que ce soit musicalement, graphiquement, c'est pas très très joli, les personnages sont un peu dessinés avec des moufles à la place des mains, etc. Mais c'est vraiment maximum ambiance, et donc ce qu'on n'a pas expliqué également au scénario, c'est que à la fin du premier, on va pas spoiler grand chose, tout le monde meurt. Et le second, chaque épisode en fait reprend à zéro, reprend 3 semaines avant le drame en question. Il y a 1 ou 2 détails qui changent. Et à partir de là, l'univers commence un peu à se développer. On commence à trouver, la lumière peut être mise sur certains points certains points par rapport à d'autres, etc. Donc c'est une histoire en boucle et à chaque fois qu'on la revit, on découvre de nouveaux éléments. On découvre de nouveaux éléments. Ce qui s'est passé. Comme ça, à chaque fin de chapitre, dans le jeu, à chaque fin de chapitre, t'as 2 indices, 2 ou plusieurs indices, qui sont des petites choses. Alors ça peut être premier rapport d'autopsie, ça peut être une scène au téléphone, contrôle d'identité, ça peut être des toutes petites choses, quoi, tu vois. Ça peut être simplement le fait que tiens, dans le jeu journaux, on ne parle pas du meurtre de la 4e année, tu vois. Pourquoi? Ou bien alors, pourquoi est-ce qu'il y a certaines choses au village, l'organisation du village, quoi. Il y a pratiquement pas de magasin, tout le monde connaît tout le monde. Donc ce sont des petites scénettes qui te mettent en lumière certains aspects spécifiques et qui parfois ne payent pas de mine. Il y a un indice dans le premier tome, c'est pourquoi est-ce que la fille, il y a une des filles à l'école qui s'appelle Rena, qui a priori n'est pas un prénom japonais, et on ne sait pas pourquoi. Et elle dit elle s'appelle Rena parce que elle est venue, elle nous a demandé expressément de l'appeler Rena et pas par son vrai nom qui est Reina, donc avec un i au milieu. Et on ne sait pas pourquoi, c'est juste une scène qui nous introduit ça, et on ne sait pas pourquoi. Et en fait, le but du jeu, c'est de se poser la question, quoi. Qu'est-ce qui peut pousser une gamine de 14 ans à vivre sous un faux nom? Et c'est seulement en réfléchissant comme ça qu'on peut espérer voir un petit peu l'envers du décor et se poser les bonnes questions et essayer de déduire les petites choses, quoi. Et donc du coup, tout ce travail de déduction, on veut qu'il y a assez peu d'interactivité dans le visual novel. Est-ce que c'est quelque chose qui se passe sur des forums? Est-ce qu'il y a des réunions qui sont faites? Est-ce qu'à l'occasion de l'épitanime, il y a beaucoup de discussions entre les fans? Il y a eu ça. En fait, le seul problème, je dirais, du Sanglot des cigales, c'est que c'est une œuvre qui a déjà, je te dis, le premier tome est sorti en 2002. Donc ça fait quand même 10 ans. Les fans japonais ont eu le temps de discuter ad nauseum tout ce qu'il y avait à discuter. Donc le problème, c'est que nous, on reçoit, là maintenant, le dernier tome du Sanglot des cigales, je l'ai mis en vente pour l'épitanime de 2012.
Donc là, c'est tout récent pour les fans français, mais la solution, disons, de l'énigme existe sur Wikipédia et sur d'autres sites depuis longtemps. Surtout si vous avez regardé la série télé, enfin les séries télé, vous connaissez déjà la solution. Mais vraiment, l'intérêt, ça va être de lire le texte au fur et à mesure, de se laisser prendre dans l'ambiance. Et ensuite, si vous voulez découvrir tout par vous-même, donc faire vos théories, etc., vous pouvez vous arrêter au tome 4. Réfléchir dessus comme des fous, et puis vous faire vos propres théories. Et à partir du tome 5, en fait, de plus en plus, l'auteur va vous donner directement les solutions. Bon, ça va pas être directement, oui, alors c'était telle personne dans la cuisine avec le couteau. Ça va être plutôt, il y aura toute une histoire, et puis on va se rendre compte que, ah ouais, donc en fait, elle a fait ça, et lui, il a fait ça, et en fait, quand elle a vu ça, c'est, d'accord, ok. Et puis, tome 6, ça va encore une fois être autre chose qui va être expliqué, tome 7, encore une fois autre chose, et puis le tome 8, c'est un petit peu le grand final, donc voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du travail, donc justement sur la traduction de ce visual novel? Est-ce que est-ce qu'il y a beaucoup de textes? Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Genre, donne-nous un petit peu une idée. Alors, les traducteurs apprécieront 2,5 millions de caractères japonais. D'accord. Donc j'imagine que c'est beaucoup. Ça fait 500 jours de travail. À peu près. D'accord. 500 jours, on va dire syndicaux, à la vitesse syndicale. Bon, ensuite, si t'es un bon traducteur ou bien si tu travailles vite, ça va plus vite que ça. Mais je sais pas, sous Word, quand tu décompiles les textes, ça fait du 6000 pages de code. Bien. Donc c'est quand même, c'est pas rien, quoi. C'est vraiment. Autant il y avait certains passages qui sont plus faciles parce qu'il y a beaucoup d'ordres machines, donc on a peu de textes à traduire. Autant parfois, il y a des jeux de mots dans le tome 1 sur des trucs qui apparaissent seulement dans le tome 6. Donc il faut avoir bien lu le tome 6 pour savoir exactement comment traduire, parce que si tu le traduis, on va dire, de la manière la plus juste, le secret tombe à l'eau. Tu vois. Donc il faut le traduire il faut faire exprès de traduire faux ou bien avec pas le bon synonyme pour que le mystère ne soit pas levé tout de suite. Et ça, c'était pas évident à gérer quand même, il faut le dire. Et du coup, toi, c'est beaucoup plus difficile que... Parce que moi je suis traducteur de jeux vidéo, j'ai travaillé pour d'autres boîtes, quoi. Ouais, t'as travaillé pour Nintendo. Voilà, j'ai travaillé pour Nintendo, j'ai travaillé pour Pokémon, j'ai travaillé sur des projets pour Electronic Arts, pour d'autres petits éditeurs. Généralement, on a juste un pseudo fichier Excel, et puis tu le remplis, et puis c'est fini. Là, il a fallu mettre les ordres en machine pour décaler. Par exemple, quand un personnage a comme ça un petit blanc, parce qu'il est surpris, il faut mettre un ordre machine spécifique. Quand il y a 3 petits points dans le texte, il faut mettre un ordre machine spécifique. Ensuite, les 3 petits points, ensuite un autre ordre machine, etc. Quand il faut changer la couleur, quand il faut mettre du texte à la verticale, quand il faut... C'est un boulot de fourmi en fait. Il y a la traduction et en plus il y a du code. Tu traduis, tu regardes ce que ça donne à l'écran. S'il y a un bug à l'écran, tu ouvres ton texte et puis tu regardes, ok, donc ça se passe là et là, qu'est-ce qu'il faut changer? Alors ensuite, il faut chercher sur Internet pour regarder un petit peu, ok, donc c'est Nscript, il y a telle et telle banque de données pour les ordres. Donc ça va être probablement du ça et ça, je vais essayer de modifier telle et telle variable, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher. Moi, à la base, je suis juste traducteur, quoi. La programmation, c'est pas du tout mon truc. Pareil, Photoshop, c'est pas du tout mon truc. Moi, quand j'ai sorti le premier, j'avais tout fait tout seul, quoi. Et je crois que ça s'en ressent. Je pense que les gens qui ont regardé, l'installateur était foireux. J'avais mis l'exé en fichier caché, en fait, au lieu de mettre les musiques. Tu vois, c'est un peu un problème, quoi. Donc du coup, depuis, il y a plus d'installateur, quoi. Tu prends le CD, tu le mets dedans, tu fais copier-coller. Il faut que tu aies affiché les fichiers cachés parce qu'autrement tu n'auras pas de musique. Mais si tu as affiché les fichiers cachés, tu fais simplement copier-coller sur ton disque dur et paf, il est installé. À propos du format, vu que là on est vraiment plus dans le roman illustré que dans le roman réellement interactif. Comment ça se pratique aujourd'hui? C'est au Japon en particulier, avec le développement de tout ce qui est tablette. Donc il y a beaucoup de gens qui lisent simplement des mangas. Est-ce que le visual novel est arrivé également sur ces formats-là, ou est-ce que c'est encore vraiment lié au PC? Parce qu'on se dit que ce serait très agréable aussi. Ça reste un genre qui est très PC pour l'instant, puisqu'en fait le visual novel, ça reste un genre qui est très amateur au Japon. C'est-à-dire que, comme on a dit tout à l'heure, c'est distribué au Comiket, c'est-à-dire au Comic Market, qui est la grosse convention de fanzine japonaise. C'est-à-dire qu'il faut imaginer Japan Expo avec 60 000 personnes chaque jour qui viennent juste pour voir des cercles de fanzines. D'accord. C'est une Japan Expo tous les jours, en fait. Une Japan Expo pendant 3 jours, juste dédiée aux fanzines. 600 000 personnes, quoi. Sachant que les cercles changent tous les jours, c'est-à-dire que si un auteur est là le vendredi, il sera pas là le samedi, le dimanche, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc comme pour l'instant, ça reste des petites mains, c'est-à-dire des petits talents,
Ça n'a pas encore arrivé à bien marcher sur les tablettes, surtout que les gens tablettes au Japon, c'est pas encore très réputé. C'est pas encore la pointe. Donc ça reste encore un genre qui est très très PC, mais il existe encore que les occidentaux commencent à développer quelques systèmes pour pouvoir mettre vos... J'imagine, comme ne serait-ce qu'en Occident, c'est aussi une façon peut-être de populariser le visual novel, et en particulier les traductions du visual novel. Ce serait une très bonne manière. Juste, je tiens à signaler que par un hasard, il se trouve que les œuvres de Seventh Expansion, en tout cas Higurashi, est disponible sur Android et sur iPhone. D'accord. Au Japon. Au Japon, voilà. Ça, c'est en train de sortir en anglais. Moi, j'ai déjà essayé de bidouiller une version pour le français. Ils m'ont dit, on s'en occupera après l'anglais. D'accord. Donc, a priori, si ça sort, ce sera pas avant l'année prochaine. Okay. Mais, et puis, si vous-même, vous êtes un petit peu bidouilleur, il y a des manipulations. Vous pouvez faire passer le jeu sur Android, sur PSP, ou sur iPhone, si vous savez vous débrouiller, quoi. Donc, c'est faisable. Officiellement, ça devrait arriver bientôt. Mais c'est déjà faisable aujourd'hui si on sait un petit peu bidouiller, quoi. Donc, et puis effectivement, pour le coup, le confort de lecture est quand même impressionnant. Quand tu peux le lire comme ça dans le bus n'importe quand, c'est quand même quelque chose. Visual novel, donc du coup, vous en lisez là en ce moment, des récents? Est-ce que vous continuez à suivre un petit peu l'actualité? Est-ce que vous avez des choses à conseiller, des visual novels, par exemple, pour les gens éventuellement qui parlent japonais? Il y en a beaucoup. J'en ai un en particulier qui est pas japonais, qui est occidental. D'accord. C'est un test, c'est des gens de 4chan, donc le fameux site un peu bordélique de l'internet, c'est-à-dire où on trouve le pire et le meilleur. Ils ont vu un jour un petit croquis d'un auteur japonais qui pour le fun, avait décidé de dessiner des filles handicapées pour un jeu lycéen, comme ça, etc. Puis ils ont dit, ce serait intéressant de faire un jeu drague là-dessus. D'accord. En fait, donc du coup, le postulat paraît super glauque comme ça, c'est-à-dire un jeu drague avec des handicapés, c'est-à-dire une fille qui a pas de bras, par exemple, une fille qui est brûlée, une aveugle. Disons, c'est un peu bizarre. Donc ça s'appelle Katawa Shoujo, c'est sorti en anglais dans sa version totale et gratuite en début 2012, en janvier. D'accord. Et en fait, c'est pas un vrai jeu de drague, parce que la drague, en fait, au final, on s'en fiche. C'est-à-dire qu'au début du jeu, on choisit plus ou moins la fille avec qui on veut sympathiser le plus. Mais en fait, plus ça va, plus on découvre le personnage en question, puis le personnage du héros aussi, qui lui-même est handicapé, il a un problème au cœur, donc en fait, il peut pas faire grand-chose, s'il court un peu trop, il peut mourir. D'accord. C'est un peu triste. Et du coup, en fait, on découvre donc chaque personnage avec ses facettes différentes, on découvre comment ils arrivent à vivre avec leur handicap, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus touchant que ce qu'on pourrait imaginer en lançant, par exemple, le pitch avec juste le pitch, on dirait, je drague les handicapés, ils sont beaux, les internets, ils font n'importe quoi. Et en fait, donc, du coup, ça s'appelle Katawa Shoujo. Il y a une version démo qui était traduite en français, avec les premiers chapitres, ce qui était sur le site de Kawasoft, l'association Kawasoft. La version française intégrale est prévue, je ne sais plus pour quand, je crois, peut-être pour cet été ou peut-être pour la fin de l'année, mais en tout cas, ils sont dessus, ils sont à fond. D'accord. Et ça peut être très intéressant pour s'initier au genre, oui. Ok. Et toi? Moi, je suis un petit peu un gros fan de Seventh Expansion. C'est un peu pour ça que j'ai décidé de faire la traduction. Donc voilà. Moi, j'ai lu surtout Mineko no Colony par la suite, qui est encore une fois 8 tomes absolument monstrueux, avec des musiques de dingue. On est toujours dans le fantastique, un petit peu polar. Alors là, Mineko, c'est Agatha Christie version blockbuster. C'est-à-dire que grosso modo, il y a toute une famille en fait qui se retrouve sur une île au large du Japon. Ils sont tous super riches, etc. Mais ils sont tous en problème d'argent en même temps. Donc déjà en même temps, on a plein de tensions entre tous les personnages. Et dans l'histoire vient apparaître une sorcière nommée Béatrice qui a de l'or caché, etc. Et tout le monde meurt à la fin du premier. Tout le monde. Donc on doit essayer à nouveau d'élucider le mystère. Et ça a été adapté donc en animé, et puis effectivement c'est toute une dissection du genre mystère, et là il n'a pas fait la même erreur que pour Higurashi, c'est-à-dire que la fin on n'a pas vraiment, c'est pas exactement ce qui se passe. Donc on continue à théoriser comme des malades, et là pour le coup les internets sont en train de surchauffer, quoi, parce que là beaucoup de gens, comme il n'a pas donné la vraie solution, et donc tout le monde y va avec ses théories, et là ça fait quand même déjà presque 2 ans que le 8e tome est sorti, et les gens continuent de théoriser, de faire des trucs. Est-ce que du coup un dessin animé existe aussi? Juste qui reprend juste le début. D'accord. Parce qu'on aurait pu croire par exemple qu'il y a déjà le visual novel qui pose des questions, ensuite il y a le dessin animé qui arrive, qui répond à certaines des questions, et donc du coup de média en média comme ça. Ce serait difficile à faire vu que chaque visual novel de Seventh Expansion dure très très longtemps. D'accord. Donc déjà pour l'adapter en dessin animé, 26 épisodes pour 4 tomes, c'est déjà trop peu, quoi. Beaucoup trop peu. Et donc c'est vrai que pour en plus ensuite jouer avec le média et poser d'autres questions ou apporter d'autres éclairages,
Ça me paraît un peu tendu, quoi. Okay. Et donc, du coup, dis-nous un petit peu. Les derniers, là, on pouvait les acheter sur l'Epitanium. Donc maintenant, si on souhaite les acquérir, comment on peut faire exactement? Est-ce que tu as un site internet? On les trouve sur... Alors, j'ai un site internet qui est dédié à un hommage des sites pourris qu'on voyait à la fin des années 90. D'accord. C'est la traduction exacte du site japonais de l'époque, du site qui a été créé en 2001. Hein, donc il faut s'imaginer la tête de ces sites à l'époque-là. D'accord. Par contre, ça c'est juste un site pour présenter en fait l'œuvre. Si vraiment vous voulez l'acheter, le plus simple c'est d'aller sur Amazon. Puisqu'il y a un vendeur, curieusement, qui le propose, un vendeur privé, qui curieusement porte mon nom et mon prénom. Ok, donc tout s'explique. Donc voilà, tout s'explique. J'avais les 4 moutures, puisque je l'ai sorti en 4 fois. Seuls les deux, le cycle des énigmes et ensuite le cycle des résolutions sont nécessaires. Ouais. Donc ce sont les 2 seuls que j'ai gardés, que j'ai laissés en vente. Qui compilent toutes les histoires, et avec tous les épisodes. Avec ces deux-là, vous avez du tome 1 au tome 8, et vous avez toute l'histoire. Ok. Donc voilà quoi. Moi je regarde les trucs. Bon, la poste, je vis dans un tout petit village, donc la poste part à midi. Ouais. Donc si vous commandez après 11h15, ça va être tendu. Okay. Mais autrement, généralement, j'expédie ça le lendemain ou le jour même. Quoi. Donc, y a pas de souci. Bah, merci beaucoup, merci à tous les deux de nous avoir présenté un petit peu le visual novel en général et ceci en particulier. Donc j'espère que ça vous aura intéressé et que donc du coup il y aura des ventes supplémentaires et que tu pourras continuer à nous proposer d'autres visual novels traduits. Ouais, oui, donc ça serait bien. Et puis voilà, on se retrouve pour un prochain Extra Life et je vous dis à très bientôt.